Elle me traitait comme si j'étais invisible, mais après mon départ, la vérité qu'elle cachait a finalement fait surface. L'histoire de ce soir ne commence pas par l'amour. Elle commence par le tintement d'une fourchette contre un verre de vin intact et par la femme que j'ai épousée, qui prétendait que je n'existais pas. Il y a un genre de silence qui ne vient pas de l'absence de son. Il naît lorsque quelqu'un parle à tout le monde, sauf à vous. La pièce était vivante. Les rires fusaient comme du champagne. Les gens se déplaçaient en petits tourbillons de conversation, les verres scintillant sous les lustres bas. Et au centre de tout cela, il y avait elle, ma femme, souriant comme si elle appartenait au monde entier. Pendant que je me tenais à l'écart, tenant mon manteau comme si on venait de me déposer là. Elle ne m'avait même pas présenté à qui que ce soit. Ni à notre arrivée, ni quand elle a retrouvé les siens. Pas une seule fois. Je me souviens du moment exact où j'ai commencé à disparaître. Elle a tourné la tête pour rire à une blague d'un homme en costume gris. Le genre de costume sur mesure qui coûte plus cher que ma voiture. Elle se pencha vers lui comme si la gravité elle-même était sélective. J'étais à moins de 2 mètres. Aucun contact visuel, aucun regard, aucune reconnaissance. J'aurais pu crier son nom, et je ne suis même pas sûr qu'elle se serait retournée. Mais je n'ai pas crié. Je suis allé au bar, j'ai commandé de l'eau, et je suis resté là comme un stagiaire non rémunéré, espérant mériter ma place. Mes paumes étaient moites, mon col me serrait, et pourtant je suis resté, comme un idiot. Les gens passaient à côté de moi en me frôlant. Un type m'a bousculé sans même se retourner. Une autre femme m'a adressé un sourire pincé. Vous savez, ce genre de sourire. Celui que l'on fait à quelqu'un que l'on suppose perdu. Et peut-être que je l'étais. Les minutes s'étiraient. Elle enroulait une mèche de cheveux autour de son doigt en parlant à l'homme en costume. À un moment, il a posé une main sur le bas de son dos alors qu'il se penchait pour partager une blague. J'ai posé mon verre et je suis sorti. Sans précipitation, sans drame. Je n'ai pas fait de scène. Je suis simplement parti. Je suis monté dans ma voiture, les mains tremblantes, et j'ai fixé le pare-brise pendant un moment. Puis j'ai conduit. Pas de musique, juste les phares et la honte. En rentrant à la maison, je me suis assis sur le bord de notre lit, toujours habillé, toujours en colère, et encore assez stupide pour espérer qu'elle appellerait. Et à 1h17 du matin, elle l'a fait. Pas d'excuses, pas de « où es-tu ?» Juste un unique texto. Viens. Je l'ai fixé pendant 10 minutes. Ce seul mot me donnait l'impression d'être un chien. Mais je ne le savais pas encore. Elle ne m'envoyait pas ce message par amour. Elle m'écrivait parce que quelqu'un d'autre venait de partir et que j'étais sa solution de secours. Je n'ai pas répondu à son texto tout de suite. J'ai juste fixé le mot « viens ». Une seule syllabe. Pas de ponctuation, pas de point d'interrogation, pas d'excuse, aucune trace de chaleur. C'était moins un message qu'un déclencheur. Quelque chose dans ce mot a allumé les pires pensées dans ma tête, celles qui rampent le long de votre colonne vertébrale et vous murmurent « tu n'es qu'un bouche-trou ». J'aurais dû supprimer le message. J'aurais dû poser mon téléphone face contre table et me forcer à dormir. Mais à la place, j'ai fait ce que font les hommes faibles quand ils espèrent encore être vus. J'ai attrapé mes clés et j'ai conduit. Pas parce que je lui avais pardonné, pas parce que je voulais arranger quoi que ce soit, mais parce qu'une partie de moi avait besoin de savoir pourquoi elle s'était soudainement souvenue de mon existence au moment où son nouveau petit public s'était évanoui. Mais je ne suis pas retourné sur le lieu de la fête. J'ai fait un détour par le parking souterrain derrière l'hôtel. Je me suis garé dans l'ombre, j'ai coupé le moteur et j'ai surveillé l'entrée de service. Je me disais que je voulais juste tourner la page, l'apercevoir partir seul, une façon de me prouver que j'avais tort de supposer le pire. Ce que j'ai obtenu à la place, c'est une confirmation. Vers 1h46 du matin, je l'ai vu sortir par l'arrière. Sans tituber, sans se presser, juste calme. Elle n'était pas seule. C'était le même homme en costume gris sur mesure, celui au sourire de yachtsman et aux mains vides. Il marchait à côté d'elle comme s'il l'avait fait 100 fois auparavant. Pas d'hésitation, pas de secret, juste 2 personnes qui n'avaient pas besoin de faire semblant. Elle ne riait plus. Son expression était distante. Fatigué peut-être, ou ennuyé. Il a ouvert la portière passager d'une voiture noire mat. Je n'ai pas pu voir la marque. Et elle est montée dedans comme un automate, comme si cela avait toujours été prévu, comme si je n'allais jamais être celui avec qui elle partirait. Je n'ai pas bougé.
Je n'ai pas respiré. Je suis resté là, agrippant le volant jusqu'à ce que le cuir grince sous mes doigts. La voiture a démarré, a tourné à droite et a disparu dans la nuit, comme si elle n'avait pas tout emporté avec elle. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était elle. Un autre texto. Où es-tu? Soudainement, elle se souciait. Soudainement, elle se rappelait que je n'étais pas à ses côtés. Non pas parce que je lui manquais. Elle espérait probablement que je n'avais pas vu ce qu'elle ne prenait même pas la peine de cacher. Je n'ai pas répondu. J'ai démarré la voiture, j'ai conduit sans but pendant des heures et je ne suis rentré à la maison qu'au lever du soleil. Quand je suis entré dans notre appartement, tout semblait identique, mais plus rien n'était réel. Sa robe était jetée sur le dossier d'une chaise, ses talons près de la porte, son parfum flottait encore dans l'air, et sur le comptoir de la cuisine, un mot. 4 mots griffonnés de sa main. Il faut qu'on parle. Je l'ai fixé si longtemps que j'ai oublié de cligner des yeux, parce que qu'aurait-elle bien pu dire qui changerait ce que j'avais vu? Et plus important encore, pourquoi est-ce que j'espérais toujours une explication? Je n'ai pas touché le mot. Je ne pouvais pas. Quelque chose dans sa manière de l'écrire, pas un appel, pas un message, juste 4 mots paresseux sur un bout de papier arraché d'un carnet, me donnait la chair de poule. Il faut qu'on parle. Ce n'était pas une supplique. Ce n'était même pas urgent. Ça semblait répété, comme si elle savait déjà comment ça allait se passer et ne s'attendait pas à ce que je résiste. Je l'ai laissé là, sur le comptoir, et je me suis assis dans le salon, toujours entièrement habillé de la veille, me demandant depuis combien de temps je dérivais dans ce mariage les yeux à moitié clos. Elle est rentrée un peu après 9 heures du matin. Je n'ai pas entendu la clé dans la serrure. J'ai seulement réalisé qu'elle était de retour quand Sugar, notre chat, a jailli de sous le canapé en miaulant comme s'il n'avait pas été nourri depuis des années. Céleste est entrée comme si l'air de la pièce lui appartenait. Pas de culpabilité, pas de honte. Juste cette même expression vide qu'elle portait en montant dans la voiture d'un autre homme. « Salut », dit-elle doucement, comme pour tâter le terrain. Elle n'avait pas l'air surprise que je sois à la maison. Peut-être qu'elle s'attendait à me trouver recroquevillé dans le lit, à l'attendre comme d'habitude. Elle a jeté un coup d'œil au mot toujours sur le comptoir, puis à moi. « Je vois que tu l'as trouvé. » J'ai hoché la tête mais n'ai rien dit. J'avais l'impression d'avoir la gorge soudée. Elle a soupiré et s'est approchée, ses talons dans une main, son sac à main dans l'autre. Son maquillage était un peu bavé. Pas de manière dramatique, juste assez pour que je me demande si elle avait même pris la peine de se regarder dans un miroir avant de revenir. Je n'étais pas avec lui, commença-t-elle, sans même attendre que je pose la question. On est juste allé faire un tour en voiture. Il avait trop bu, je ne voulais pas qu'il rentre en conduisant. C'était tout. C'était sa version des faits. Une balade de minuit, 2 heures plus tard, par la porte de service. Aucune explication sur pourquoi elle ne me l'avait pas dit avant. Aucun détail sur pourquoi ce n'était pas vers moi qu'elle s'était tournée. Tu aurais pu me le dire hier soir, ai-je finalement dit, ma voix rauque. À la place, tu as envoyé un seul mot. Viens. Elle a baissé les yeux, puis a haussé les épaules à moitié. J'ai paniqué. Je ne voulais juste pas que tu en fasses toute une histoire. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était pathétique. Elle faisait de moi l'irrationnel, comme si je surréagissais en ne voulant pas que ma femme parte dans la nuit avec un autre homme qui lui touchait le bas du dos comme si ça lui appartenait. Puis elle s'est assise en face de moi, a croisé les mains, et a lâché la phrase suivante comme si elle l'avait répétée pendant des jours. Je pense qu'on a évolué différemment, Daryl. C'en était trop. Pas de, nous devons travailler là-dessus. Pas de, je suis désolé. Pas même un, j'ai fait une erreur. Juste une phrase de rupture polie, livrée comme un barista qui annonce qu'il n'y a plus de latte. Je ne pouvais plus respirer. Elle s'est penchée en avant comme si elle me faisait une faveur en m'expliquant. Tu es un homme bien. Tu as toujours été gentil, mais c'est comme si, tu étais déconnecté depuis des années. Je l'ai regardé, stupéfait. Déconnecté? Je me suis souvenu de toutes les fois où elle avait mis fin à une conversation. Toutes les fois où elle avait levé les yeux au ciel quand j'évoquais à quel point elle était devenue distante. Toutes les fois où j'avais essayé de lui tenir la main et où elle avait trouvé une raison de se retirer. Et maintenant, elle rejetait la faute sur moi. Elle s'est levée, a passé ses doigts dans ses cheveux et a ajouté, je n'ai tout simplement plus l'impression d'être marié. Et soudain, j'ai réalisé que le plus douloureux n'était pas la tromperie.
C'était la facilité avec laquelle elle avait dit ça. Comme si rien de tout cela n'avait jamais compté. Pas les anniversaires. Pas l'appartement que nous avions décoré ensemble. Pas les 6 années que j'avais passées à devenir de plus en plus petit pour qu'elle puisse briller davantage. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste levé, je suis passé devant elle et je suis allé dans la chambre. Parce que si je n'avais pas quitté cette pièce à ce moment-là, j'aurais dit quelque chose que je n'aurais pas pu reprendre. Je suis resté dans la chambre, la porte fermée, pendant plus d'1 heure. Sans pleurer, sans faire mes valises, juste assis sur le bord du lit comme quelqu'un qui aurait été frappé par quelque chose d'invisible mais de massif. Toutes mes pensées étaient enchevêtrées. Chaque souvenir semblait maintenant déformé. J'ai essayé de reconstituer le moment exact où elle avait commencé à se désengager du mariage. Mais la chronologie ne cessait de changer. Était-ce depuis 6 mois, 1 an, plus longtemps? Je ne pouvais plus le dire. La prise de conscience que j'étais peut-être le seul à me battre pour nous maintenir à flot était comme avaler du verre. Finalement, je l'ai entendu dans la cuisine, ouvrant et fermant des placards, se déplaçant comme si tout était normal. Puis le son reconnaissable de la Keurig qui crachait du café. Elle fredonnait. Elle fredonnait. Après m'avoir dit que notre mariage ne lui semblait plus réel, elle se préparait un café et fredonnait comme si elle s'apprêtait à faire du yoga. J'ai ouvert la porte juste assez pour la voir dans le miroir du couloir. Elle s'était déjà changée, une robe bleu clair, des sandales, les cheveux relevés en un chignon lâche. Son téléphone a vibré sur le comptoir et elle l'a consulté avec un sourire. Puis elle a répondu rapidement par texto, tout en sirotant sa boisson. C'était comme regarder une inconnue vivre dans ma maison. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé depuis le couloir. Elle s'est retournée, surprise, mais seulement 1 seconde. J'ai un brunch avec Monica. Je t'en avais parlé. Tu m'en avais parlé la semaine dernière, quand on faisait encore semblant d'être mariés. Elle a cligné des yeux. Je ne vais pas annuler ma vie juste parce qu'on a eu une discussion. Une discussion. C'est comme ça qu'elle appelait ça. J'ai pénétré complètement dans la pièce, ma voix toujours basse mais plus tranchante. Tu as mis fin à notre mariage il y a 1 heure, Céleste. Tu as dit qu'on avait évolué différemment, et maintenant tu vas bruncher comme si on venait d'annuler un abonnement à la salle de sport? Elle a haussé les épaules comme si son détachement était une vertu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? M'asseoir ici et pleurer? Ça fait longtemps que ça ne va plus entre nous, Daryl. Tu le sais. Je ne le savais pas. Je savais que nous avions des problèmes. Je savais qu'il y avait des fossés, des silences, des choses non dites. Mais je ne savais pas qu'elle avait déjà déménagé émotionnellement, qu'elle avait tout classé et m'avait remplacé par un homme en costume gris qui savait où se courbait sa colonne vertébrale. Tu n'essaies même pas de faire semblant d'être contrarié, ai-je dit. Elle m'a regardé de la manière dont on regarde quelqu'un qui ne comprend tout simplement pas, je l'ai déjà été. Tu ne l'as juste pas remarqué. Cette phrase m'a frappé comme un marteau. J'ai eu envie d'argumenter, de creuser, d'exiger des explications. Mais à la place, je me suis assis sur le canapé et je l'ai regardé rassembler son sac et ses clés comme si de rien n'était. Je reviendrai plus tard, a-t-elle dit. Ne fais rien de dramatique, d'accord? C'est la dernière chose qu'elle a dite avant de franchir la porte. Et j'ai alors réalisé que je pleurais quelque chose qui était déjà enterré. Elle n'a pas quitté notre relation aujourd'hui. Elle l'a quittée il y a des mois, peut-être des années. Aujourd'hui, elle l'a juste dit à voix haute. Je me suis assis dans le silence qui a suivi et j'ai pensé à quel point je devais lui paraître pathétique. Toujours à essayer, toujours à espérer, toujours loyal, toujours là. J'étais le gars sur qui on pouvait compter pour être blessé en silence, pour pardonner rapidement, pour rester quoi qu'il arrive. Mais quelque chose en moi s'est fissuré. Pas assez pour crier, pas assez pour jeter des objets, juste assez pour savoir que je ne pouvais pas continuer à la laisser écrire l'histoire et me laisser coincer sur la même triste page. Alors, je me suis levé, je suis allé dans le placard et j'ai sorti une valise que je n'avais pas touchée depuis des années. Parce que si elle était déjà partie, alors c'était peut-être enfin à mon tour de partir. Je n'ai pas fait mes bagages avec urgence. Il n'y avait pas de rage derrière mes gestes. Je pliais chaque chemise lentement, méthodiquement, comme si j'attendais encore que quelqu'un m'arrête. Mais personne n'est venu. Aucune voix derrière la porte pour dire « Attends, arrangeons ça ». Pas d'excuse soudaine ni de changement d'avis.
Juste le tic-tac de l'horloge du couloir et le grognement occasionnel de Sugar sautant sur un meuble interdit. J'ai emporté des vêtements pour 3 jours, non pas parce que je prévoyais de revenir, mais parce que je n'avais pas décidé où j'allais. Je me suis dit que si je commençais à bouger, la destination se révélerait d'elle-même. En fermant la valise, j'ai aperçu mon reflet dans le grand miroir. J'avais l'air plus vieux, fatigué, mais quelque chose d'autre était différent aussi. Quelque chose dans les yeux. Je n'avais pas l'air d'avoir le cœur brisé. J'avais l'air vide, comme si toute ma combativité s'était écoulée de moi sans prévenir. Vous savez, quand les gens disent qu'ils ont juste craqué? Ce n'était pas mon cas. Je n'ai pas craqué. Je me suis juste dégonflé, silencieusement. Avant de partir, j'ai traversé chaque pièce une dernière fois, comme pour dire au revoir, non pas à un lieu, mais à une version de moi-même qui y avait vécu trop longtemps. Dans la salle de bain, son peignoir était toujours accroché à la porte. Dans la cuisine, 2 tasses étaient dans l'évier, l'une avec des traces de rouge à lèvres, l'autre intacte. Et dans la chambre, le lit était toujours fait depuis la veille, quand je pensais que nous passions juste un week-end normal. J'ai laissé un mot. Rien de dramatique. Juste, ne m'attends pas, je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas rayé sa voiture. Je n'ai envoyé de message à personne pour leur dire ce qu'elle avait fait. Parce que la vérité, c'est qu'elle n'a pas fait une seule chose. Ce n'était pas une seule trahison. C'était un millier de petites trahisons, et j'avais laissé passer chacune d'entre elles parce que je ne voulais pas être celui qui abandonne. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit, cette fois sans m'arrêter derrière des hôtels ou observer des ombres. J'ai dépassé une station-service, je m'y suis garé et je suis resté assis là pendant 20 minutes sans bouger. J'étais trop gêné pour appeler mes parents, trop honteux pour le dire à ma sœur, et aucun de mes amis, si j'avais même encore le droit de les appeler ainsi, n'avait eu de mes nouvelles depuis des mois. J'étais allé si loin dans son orbite que je ne savais même plus où mon propre monde se terminait. Finalement, j'ai pris une chambre dans un petit motel de bord de route, 2 villes plus loin. Le genre d'endroit avec des draps rêches et une télé qui ne capte que 5 chaînes. Le réceptionniste n'a pas posé de questions, il m'a juste tendu une clé et m'a dit que le départ était à 11 heures. Allongé sur ce matelas, je pensais que je ressentirais quelque chose. Du soulagement, de la colère, de la liberté. Mais rien. J'ai juste fixé le plafond en me demandant comment j'étais devenu le genre d'homme qui devait fuir en silence juste pour se sentir remarqué. J'ai dû m'endormir quelque temps après minuit. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'avais 3 appels manqués de Céleste. Un message vocal, un texto qui disait juste « Où es-tu » ? Toujours pas de « Je suis désolé ». Toujours pas de « S'il te plaît, reviens ». Juste de la curiosité. Comme si elle était surprise que la chose qu'elle avait négligée pendant des années ait soudainement pris des jambes et soit partie. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai trouvé une location à court terme dans une autre ville et je l'ai réservée pour 1 mois. Je n'ai même pas regardé les photos. J'avais juste besoin d'être ailleurs. Plus tard dans la journée, un autre texto est arrivé. 5 mots cette fois, tu es vraiment en train de faire ça? Et pour une fois, je n'ai pas eu l'impression d'être celui qui était abandonné. J'étais enfin celui qui partait. Je n'ai pas répondu à son texto, non pas parce que j'essayais de la blesser, mais parce que je n'avais plus rien à dire. J'ai relu ces mots. Tu es vraiment en train de faire ça? Encore et encore, me demandant si elle comprenait même la question qu'elle posait. Pensait-elle que j'avais fait mes valises sur un coup de tête, que je m'étais réveillé, que je me sentais dramatique et que j'allais retourner en courant à notre silence brisé comme un chiot réprimandé? Elle n'avait toujours pas compris. Je ne lui faisais pas ça à elle. Je le faisais pour moi. L'appartement que j'ai loué était dans une ville que je n'avais visitée que 2 fois. Les 2 fois pour des conférences qui m'avaient laissé plus épuisé qu'inspiré. Ce n'était pas glamour. Une chambre, à peine quelques meubles, un frigo qui bourdonnait comme s'il luttait pour rester en vie. Mais le silence était différent ici. Pas le silence suffocant d'être ignoré dans sa propre maison. C'était un silence qui me permettait d'entendre mes propres pensées pour la première fois depuis des années. Les premiers jours se sont confondus. J'ai beaucoup marché, j'ai mangé des céréales pour le dîner, j'ai lu la moitié d'un roman et je me suis arrêté quand le couple marié a commencé à prétendre qu'ils étaient toujours amoureux. J'ai fixé mon téléphone plus que je ne l'admettrais. Pas de nouveaux textos, juste ce dernier message suspendu là comme un fil attendant d'être tiré. Puis, 3 jours après mon départ, elle a finalement appelé.
Je n'ai pas répondu au début. J'ai laissé sonner. Puis j'ai laissé sonner à nouveau quand elle a essayé une deuxième fois. Mais la troisième fois, quelque chose en moi a cédé. Pas le pardon, juste la fatigue. J'ai décroché. Sa voix était douce. Trop douce. Comme quelqu'un qui prétend être fragile. Daryl, dit-elle, je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Cette phrase me disait tout. Elle ne pensait pas que j'en avais le courage. Elle avait misé sur mon silence, ma loyauté, mon habitude de plier chaque fois que les choses devenaient difficiles. Et maintenant, elle était surprise que le paillasson ait des jambes. Je ne t'ai pas trompé, a-t-elle poursuivi avant que je puisse dire quoi que ce soit. Pas techniquement. Pas techniquement. J'ai failli rire. L'expression sonnait comme quelqu'un qui dirait qu'il n'a pas mis le feu à la maison, juste allumé quelques allumettes en espérant que rien ne prenne. J'avais juste besoin de quelque chose de différent, a-t-elle continué. Tu as cessé d'être présent. Tu étais toujours silencieux, toujours dans ta tête. Tu as cessé de me voir. C'était incroyable la façon dont elle retournait la situation. Comme si sa liaison émotionnelle, sa froideur, son détachement étaient tous des réactions à mes échecs. Elle ne s'est pas excusée. Elle a juste expliqué, justifié, s'est faite la victime de mon silence, comme si elle n'avait pas construit ce silence brique par brique, année après année, avec chaque haussement d'épaule, chaque regard exaspéré, chaque fois qu'elle choisissait le sourire d'un étranger plutôt que mon inquiétude. Tu me manques, a-t-elle finalement dit. Je sais que je ne le montrais pas, mais c'est vrai. C'était le couteau le plus doux avec lequel on m'ait jamais poignardé. J'ai laissé le silence s'installer. Non pas pour être dramatique, je ne savais simplement plus quel mot était sûr. Chaque phrase me donnait l'impression de marcher dans un champ de mine du passé. Tu ne dis rien, a-t-elle murmuré. Parce que j'ai tout dit, ai-je répondu. Pendant des années. Tu n'écoutais tout simplement pas, elle a expiré brusquement. Alors, quoi maintenant? C'est vraiment fini? J'ai regardé les murs nus de ma location. J'ai pensé à quel point c'était paisible de se réveiller sans attendre le rejet. Comment ma voix ne semblait plus coincée dans ma gorge. Ouais, ai-je dit, sans colère, sans méchanceté, juste avec honnêteté. C'est possible. Il y a eu une longue pause. Puis elle a raccroché. Et pour une fois, c'est elle qui était laissée dans le silence. Le lendemain de son appel, je m'attendais à ce que les vannes s'ouvrent. Plus de textos, plus d'appels, peut-être même qu'elle frapperait à la porte si elle se sentait audacieuse. Mais il n'y a eu rien. Juste le calme. Le genre de calme qui ne semblait plus paisible. Il semblait stratégique, calculé, comme si elle attendait que je cède le premier. Peut-être pensait-elle que le confort de la routine me manquerait. Mais il y a une différence entre le confort et la captivité, et j'avais enfin appris à les distinguer. Je n'ai pas eu de ces nouvelles pendant une semaine entière et, étrangement, la vie a commencé à reprendre son cours. J'ai recommencé à cuisiner, mal, mais ça me faisait sentir humain. J'ai redécouvert un vieux carnet où je dessinais, bien avant que le travail et le mariage ne dévorent toute ma créativité. J'ai même envoyé un message à un vieil ami que je n'avais pas vu depuis des années, et nous avons pris un café. Il n'a pas demandé pourquoi j'avais l'air si vidé, il m'a juste tendu une tasse et a parlé de baseball jusqu'à ce que je puisse sourire sans me forcer. Mais ensuite, le message est arrivé. Celui qui a tout rendu à nouveau tranchant. C'était une capture d'écran envoyée anonymement. Pas de numéro, pas de nom, juste une image et une légende de 2 mots. Je pensais que tu devrais savoir. Je l'ai fixé longtemps avant de l'ouvrir complètement. C'était un échange de textos entre Céleste et quelqu'un nommé T. Sa photo de contact n'était pas visible, mais le ton était indubitablement le sien. Céleste, il est parti. Je ne pensais pas qu'il le ferait. T, ce n'est pas une mauvaise chose, n'est-ce pas? Céleste, non, juste incommode. T, maintenant tu peux arrêter de faire semblant. Céleste, oui, mais une partie de moi espérait qu'il se battrait plus fort. T, tu as déjà choisi. Ne te sens pas coupable. J'ai lu ces lignes encore et encore jusqu'à ce que les mots perdent leur sens. Incommode. C'était le mot qu'elle utilisait pour mon absence. Pas douloureux, pas déroutant, pas triste. Incommode. Comme si j'avais gâché ses plans en refusant de pourrir tranquillement en arrière-plan. Et pire,
elle espérait que je me battrais plus fort. Ça m'a frappé comme un coup de poing à la gorge. Après toutes les nuits où je m'étais assis à côté d'elle en silence, essayant de me connecter, après chaque fois que j'avais tendu la main pour être repoussé, elle voulait plus d'efforts de ma part. Elle voulait de grands gestes. Elle voulait se sentir désirée, même alors qu'elle démantelait émotionnellement tout ce qui existait entre nous. Et quand je suis finalement parti, elle a dépeint cela comme si je n'avais pas essayé assez fort. C'est là que j'ai compris. Je n'ai jamais été son premier choix. Peut-être même pas le deuxième. J'étais l'homme qui restait, l'homme qui facilitait le paiement du loyer, celui que ses parents aimaient, le plan de secours. Elle s'était drapée dans la loyauté pour ne pas avoir à admettre qu'elle s'était contentée de moi. J'aurais dû être furieux, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est une confirmation, comme si mon instinct me hurlait la vérité depuis des années, et que je lui avais enfin donné une voix. Plus tard dans la soirée, elle a envoyé un vrai message cette fois. « Céleste, on peut parler ? Je suis désolé. Je n'ai pas été juste avec toi. » Mais je n'ai pas répondu. Non pas parce que je voulais me venger. Non pas parce que je voulais qu'elle souffre. Mais parce que j'en avais fini de mendier pour être vu. Son dernier message est resté non ouvert pendant des jours. Chaque fois que je voyais l'aperçu sur mon écran, « On peut parler », cela déclenchait cette douleur familière, comme une pression sur un vieil hématome. Une partie de moi voulait encore croire que peut-être, au fond, elle était sincère cette fois, qu'elle avait peut-être réalisé ce qu'elle avait perdu. Mais la partie plus sage de moi, la version qui avait grandi tranquillement en arrière-plan, celle qu'elle n'avait jamais pris la peine de remarquer, me disait la vérité. Je n'étais pas celui qui était parti trop tôt. J'étais celui qui était resté trop longtemps. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai fait le choix de me privilégier plutôt que d'obtenir des explications. J'ai supprimé le message sans lire le reste. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à reconstruire quelque chose de nouveau. Pas une nouvelle vie au sens grand et dramatique. Je n'ai pas déménagé en Europe ni ne suis devenu moniteur de saut en parachute, mais j'ai commencé à prendre soin de moi comme si j'avais de l'importance. J'ai lu davantage. J'ai mieux mangé. J'ai appelé des gens avec qui j'avais perdu contact. J'ai même trouvé un petit boulot de dog-sitter à temps partiel pour un voisin. Et étrangement, promener ce golden retriever nommé Bean est devenu le point culminant de mes matinées. J'ai arrêté de rejouer de vieilles conversations dans ma tête. J'ai arrêté d'écrire des fins pour une histoire qui était déjà terminée. Un après-midi, alors que j'étais assis sur un banc de parc avec Bean ronflant à mes pieds, j'ai réalisé quelque chose de simple mais d'important. Je n'étais plus brisé. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même plus triste. J'étais en paix. Et non pas parce que les choses étaient parfaites, mais parce que j'avais changé. Je n'étais pas invisible. Je n'étais pas un plan de secours. J'étais juste un homme qui connaissait enfin sa propre valeur. Je n'ai jamais répondu à Céleste. Elle n'a jamais rien envoyé d'autre. J'ai entendu par un ami commun qu'elle voyait quelqu'un de nouveau. Je n'ai pas demandé qui. Je m'en fichais. Ce chapitre, ce livre entier était clos. Et pour une fois, le silence n'était pas lourd. C'était la liberté. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si vous avez déjà vécu un tournant qui a tout changé, un moment où vous vous êtes enfin choisi, partagez-le dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre qui essaie encore de s'éloigner de quelque chose qui ne lui convient plus. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous rejoindre la prochaine fois ici sur Reddit Confession, où chaque histoire est une leçon et parfois une bouée de sauvetage.